voilà, bonjour à tous. On m'a proposé aujourd'hui d'intervenir sur... ah oui, ça marche moins bien si moi je l'ai, pas vous. Donc sur les évolutions des comportements alimentaires et le développement des régimes sains. L'idée, c'est de mettre en perspective les tendances actuelles en termes de consommation et de comprendre ce qui se passe aujourd'hui autour du sans gluten en le mettant en perspective et en élargissant et en cherchant à comprendre quelles sont les tendances derrière cette évolution et ce phénomène que nous percevons tous. Alors, le point de départ, c'est de remarquer, et on l'observe dans un certain nombre d'études, qualitatives et quantitatives, que on a de plus en plus de Français qui vont choisir d'écarter un aliment de leur alimentation. Et c'est un phénomène, on va le voir, assez surprenant, qui a un certain nombre de contraintes, et donc on va chercher à comprendre ce qui peut expliquer cette situation. Je vais peut-être éloigner les autres micros. Alors ça va toucher un certain nombre d'aliments. On a eu à l'origine des mouvements autour du sucre, ne plus manger d'aliments sucrés, le lait, la viande, et plus récemment le gluten. Et on va voir qu'il y a des spécificités de chacun de ces aliments, mais on va retrouver des tendances autour de ces comportements. Et donc l'enjeu pour moi, c'est de chercher à voir comment est-ce qu'on peut expliquer l'émergence de ces habitudes alimentaires qui sont, pour le sociologue, un petit peu surprenantes. Mon point, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que ces tendances, qui peuvent apparaître parfois irrationnelles, qui peuvent être décrites comme telles, en fait, elles vont être le signal, elles vont être révélatrices d'évolutions plus globales de nos sociétés contemporaines. Et elles se comprennent très bien dans les évolutions actuelles. Et quand on veut s'intéresser au sans gluten, il va falloir, par exemple pour proposer un produit, prendre en compte, comprendre pourquoi on a ce type de comportement. Et donc, il est nécessaire pour les comprendre, en tout cas selon moi, selon nous sociologues, de replacer ces comportements dans un cadre plus global qui est celui des mutations de notre alimentation aujourd'hui dans le monde et particulièrement en France. Donc il y a 3 points que je veux voir avec vous aujourd'hui. Le rapport à l'alimentation dans nos sociétés contemporaines et où se situe justement l'émergence de ces régimes sans et sans gluten en particulier dans ces mutations. Regardez en quoi, comment on mange aujourd'hui en France et comment on peut expliquer ce développement des régimes sans. Et puis je terminerai en développant plus particulièrement les enjeux sociaux du sans gluten pour nous quand on adopte cette perspective sociologique et à quoi doivent répondre les produits ou ce qu'on va proposer. Vaut mieux que je prenne l'autre micro ? D'accord. Ça évitera le Larsen. Donc premier point, le rapport à l'alimentation dans nos sociétés contemporaines. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'alimentation, oui effectivement j'ai l'impression que c'est mieux, dans l'ensemble des sociétés est une activité extrêmement codifiée. C'est une activité qui est sociale et qui va répondre à un certain nombre de règles. Et pour comprendre le choix des aliments ou proposer un nouvel aliment, il va falloir absolument intégrer les règles dans lesquelles on se situe. Ces règles, c'est la définition de ce qu'est un repas. Qu'est-ce qu'il constitue ? Et d'un pays à l'autre, même en Europe, ça peut varier énormément. Quels sont les plats ? Quels sont les aliments ? Qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on ne mange pas ? Prendre en compte aussi la forme de la journée alimentaire. Quel est le nombre de prises ? À quel horaire ? Quels sont les contextes ? Puisqu'effectivement, ça va aussi déterminer les choix des aliments potentiels, selon l'endroit où je me trouve, le temps dont je dispose. Et puis aussi les manières de manger, évidemment. Alors là, on a la différence culturelle, à la main, avec des baguettes, à la fourchette, et puis effectivement le lieu. Et puis aussi un certain nombre de règles, comme le règle de placement des mangeurs, qui mange, est-ce qu'on mange tout en même temps. Tout ça va être essentiel pour comprendre nos comportements alimentaires, et en particulier quand on est sur de nouveaux types de comportements, ou quand, par exemple, on travaille sur un produit qui marche bien dans un pays, européen ou pas, et qu'on cherche à vendre en France. Et on va se rendre compte que parfois, ça ne marche absolument pas parce que justement, on bloque sur des règles qui ne sont pas les mêmes. Et c'est le genre de choses que je veux éclairer avec vous. Ce dont il faut être conscient, c'est que l'activité alimentaire, elle est extrêmement marquée par des rituels. Et des rituels qui sont importants pour comprendre la manière dont on mange et qui vont la codifier. Et je vais vous montrer en détail ce que j'entends par là. Et bien sûr, ces rituels, ces règles, elles varient beaucoup d'une culture à l'autre, je l'ai dit, mais aussi à l'intérieur d'une même société, selon les milieux sociaux, selon qu'on habite à la ville ou à la campagne, selon la génération à laquelle on appartient. Et donc, pour toucher un consommateur ou comprendre son comportement, il va falloir prendre en compte aussi ces différenciations sociales, puisque là, les règles, les habitudes, les souhaits ne sont pas forcément les mêmes, et même souvent ne sont pas les mêmes.
Ensuite, il faut avoir en tête que l'alimentation, si ça comporte une dimension individuelle de choix, on est aussi dans une activité, en particulier en France, qui a une forte dimension collective. C'est quelque chose d'identitaire, c'est des pratiques qui sont acquises depuis l'enfance, et donc ce que je mange dit, d'une certaine manière, le groupe auquel j'appartiens, qui peut être familial, qui peut être régional, qui peut être culturel, qui peut être un groupe de collègues. Et il y a un vrai enjeu de cette dimension collective de l'alimentation. L'alimentation, c'est quelque chose qui est inclus, et c'est vrai en particulier dans un certain nombre de pays, dont la France. Et donc, il faut faire attention à des lectures des choix alimentaires. Évidemment, il y a une place individuelle, il y a une place de décision rationnelle, mais pas seulement. Et quand on étudie en détail les choix des consommateurs, il faut prendre en compte cette dimension intégratrice, collective de l'alimentation qui est extrêmement importante. Et donc je vous montrerai tout ça sur des exemples plus pratiques après. Et donc l'enjeu pour moi, c'est de comprendre les pratiques alimentaires aussi comme des actes collectifs en rapport avec le contexte socio-culturel. Et pour moi, le sans gluten s'inscrit aussi d'une certaine manière dans cette direction. Ensuite, il faut avoir en tête que les aliments qu'on choisit, qu'on mange, ils ne sont pas neutres. Ils disent des choses sur nous et ils ont aussi, l'anthropologie nous le montre très bien, du sens. Et l'alimentation, d'une certaine manière, a une part symbolique très forte. Et on le retrouvera dans le sans gluten. Dans ce que je mange les aliments, les nutriments, mais aussi mes représentations qui sont autour de ces aliments et qui vont expliquer les comportements. Et ça, c'est un point important aussi pour comprendre les comportements des consommateurs. Et ça, on va le retrouver dans un grand nombre de sociétés où il va falloir prendre en compte les représentations. Alors, je vous ai mis un exemple anthropologique célèbre qui est que, par exemple, les Maasai, ils ont un interdit alimentaire sur un petit mammifère qui s'appelle le tang, qui pourrait être tout à fait comestible, mais qu'on ne mange pas parce que quand il est attaqué, il se replie sur lui-même. Et donc, il apparaît comme peureux, pas courageux. Et donc, il y a l'idée que quand on le mange, on risque d'acquérir les qualités de ce petit animal, c'est-à-dire devenir peureux à son tour. Et donc, il y a l'idée, dans l'alimentation, que ce qu'on incorpore, un certain nombre de qualités, et qu'on les incorpore, elles deviennent nous-mêmes. Et donc, quand on va reparler tout à l'heure d'aliments sains, malsains, de nos représentations de notre alimentation, notamment dans nos sociétés de manière industrielle, il y a cette idée-là aussi. Il y a l'idée que quand je mange, j'intègre les qualités, les caractéristiques des aliments, elles deviennent moi. Et donc, il y a un sens symbolique très important qu'il faut prendre en compte. Et qu'on va retrouver dans nos sociétés, dans ce que mangent les hommes et les femmes, par exemple, sur le rapport au lait, les représentations qui font que tel aliment est perçu comme plutôt féminin ou plutôt masculin, par exemple. Cette dimension symbolique est extrêmement importante pour comprendre nos comportements, ce qui est mangé ou ce qui n'est pas mangé. Voilà. Ou, par exemple, le rapport à la force, qui est caractéristique du rapport à la viande dans les milieux populaires en France, avec l'idée qu'effectivement, quand vous mangez du muscle, on est dans quelque chose de masculin. Enfin, vous voyez, on pourrait en parler longuement, mais cette dimension, elle est importante à avoir en tête, notamment pour notre thématique aujourd'hui, et si on veut comprendre ce qui se passe. Je rajoute une autre dimension tout de suite, pour comprendre nos comportements alimentaires, dont il va falloir reparler. Il y a cette idée de distinction. L'alimentation, c'est aussi une activité marquante, classante, et en particulier en France, là aussi. Il y a l'idée que nos pratiques alimentaires, elles sont très différenciées socialement. On ne mange pas la même chose selon là où on est placé dans la société. Alors, si on prend la viande, on ne mange pas forcément les mêmes viandes, on va manger plus de poissons, et puis même sur certaines viandes, on ne mange pas les mêmes morceaux. Il y a l'idée qu'il y a une segmentation de ce qu'on mange, et qu'en tout cas, ce qu'on va manger va signaler des positionnements sociaux, avec certains aliments plus particuliers qui marquent là où vous vous situez dans la société. Et on reverra que sur le sans gluten, on a un petit peu aussi ces questionnements-là, puisqu'on est aujourd'hui sur des aliments qui sont souvent perçus comme, du fait de leur prix, plutôt des aliments de population en haut de la hiérarchie sociale. Et donc il y a des enjeux qui se jouent là aussi, quand on parle de la mode ou de la démocratisation ou de l'inscription d'une tendance, autour de l'aliment, il est perçu comme caractéristique de quelle partie de la population, il renvoie à quel groupe social. Voilà, et ça on le retrouve dans ce qu'on mange, même dans les positionnements autour de la table. Enfin, il y a beaucoup de travaux sur ces questions-là, ou même dans les lieux d'alimentation, certains étant perçus comme plutôt la hiérarchie sociale, les fast-foods. Il y a des très beaux travaux en sociologie sur les fast-foods et sur les représentations et sur le lien des fast-foods avec le positionnement social qui y va, des effets d'âge, ce genre de choses. Donc il faut prendre en compte aussi cet enjeu de distinction sociale. Ensuite, il faut avoir en tête que l'alimentation est quelque chose qui va être un marqueur d'identité sociale. Et en particulier, j'y reviendrai, dans ces questions de développement de nouveaux modèles alimentaires, où il y a l'idée que l'alimentation va dire quelque chose sur nous, et qu'elle donne à voir aux autres qui on est. Et sur le sans gluten, on va voir qu'il y a cette dimension de représentation, parfois éthique,
qui va être importante pour comprendre les comportements. Il y a l'idée que notre alimentation, elle façonne notre identité, et notamment notre identité sociale, et qu'elle donne à voir qui on est. Et ça explique des types de comportements un peu différents selon les représentations. Là encore, quand on regarde les comportements dans une population plus ouvrière en France aujourd'hui, on va valoriser les aliments plutôt consistants, qui tiennent au corps, en lien des représentations de la force, notamment pour les hommes. Là aussi, on a de très beaux travaux qui montrent que ces représentations jouent sur les choix alimentaires qui vont être faits, ou même, par exemple, sur les aliments que vous allez proposer si vous invitez des amis pour leur faire plaisir. Les choix ne sont pas du tout les mêmes. En haut de la hiérarchie sociale, on prend plutôt des aliments légers, en petite quantité. En bas de la hiérarchie sociale, il faut que l'assiette soit pleine. Bon, c'est très schématique ce que je dis, mais il faut prendre en compte aussi ces différenciations pour comprendre les comportements. Ensuite, les codes culturels varient énormément selon les groupes familiaux, professionnels, ethniques. Et là aussi, pour comprendre nos comportements, ça va être une dimension absolument essentielle. Est-ce que les enfants peuvent se servir ou non dans le réfrigérateur? Qui décide de ce qu'on va manger? Est-ce que c'est plutôt la femme dans tel modèle, dans tel milieu, etc. Et ça va définir aussi la quantité et la combinaison d'aliments qui va être choisie. Et donc c'est aussi une dimension qui va être importante pour comprendre où va pouvoir se situer l'aliment que vous allez pouvoir proposer. Et est-ce qu'il va pouvoir rentrer dans le modèle, entre guillemets, ou dans le mode d'alimentation de notre culture ou du groupe social qu'on va viser. Et donc c'est important aussi parce que c'est ce qui va définir si certains aliments sont perçus comme bons ou mauvais, ou dangereux pour la santé. Vous voyez qu'on va arriver sur quelque chose qui nous intéresse pour le sans gluten. Que les aliments bons pour la santé, par exemple, ne sont pas forcément les mêmes, en tout cas en termes de perception, selon le milieu social en France dans lequel on est. Par exemple, au moment où on a mis les messages sous les publicités dans le cadre du plan national nutrition santé, on s'est rendu compte que les messages étaient perçus très différemment selon les milieux sociaux. Si vous mettez sur une barre de céréales la mention pour la santé de votre enfant, donnez-lui à manger équilibré, en haut de la hiérarchie sociale, on comprend qu'il faut lui donner une pomme, que la barre de céréales n'est pas bonne. En bas, on comprend qu'il faut donner la barre de céréales parce que ça participe à la croissance de l'enfant et qu'il faut lui donner des calories pour qu'il grandisse et qu'il devienne fort. Et donc, vous voyez, un même message est perçu de manière complètement opposée selon le milieu social. Et donc, il va falloir prendre ça en compte sur qu'est-ce qui est un aliment bon ou pas bon. Et on va retrouver ça sur le sans gluten tout de suite après. Et ce qui est bien mangé va donc être différent selon les groupes sociaux, mais aussi selon les cultures. Les manières de penser les aliments sont différentes selon les sphères culturelles ou l'histoire du pays. Et là aussi, on a beaucoup de travaux de sociologues, Claude Fischler, mais aussi d'autres, sur les différences entre Europe et États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, l'alimentation, elle est pensée de manière caractéristique en termes de calories. Ce qu'on mange, c'est quelque chose qui va nous donner de l'énergie, et le rapport, de manière très schématique des Américains à l'alimentation, il est pensé de manière presque comptable, scientifique en termes de calories. Ce n'est pas le cas, c'est beaucoup moins le cas en Europe, avec des spécificités. Si vous interrogez les Italiens sur qu'est-ce que c'est que bien manger, ils vont vous répondre en termes de nature. Je sais d'où viennent les aliments, où ils ont poussé, d'où ils proviennent. Si vous interrogez les Français sur qu'est-ce que c'est que bien manger, ils vont vous répondre d'abord en termes de commensalité, de plaisir convivial, de manger ensemble. Et ce qu'on va avoir dans l'assiette vient presque après. Et donc, il va falloir intégrer ces modèles pour comprendre les choix qui sont faits autour des aliments. Et c'est un point important. Et donc, ça m'amène à l'importance de la commensalité, qui va être importante spécifiquement sur notre thématique du sans gluten, puisqu'il y a l'idée qu'il y a un enjeu de manger comme les autres ou pas. Dans notre modèle alimentaire, dans notre façon de manger en France, il y a l'idée que manger est un acte collectif. On mange ensemble. Si on était au Royaume-Uni, ou si on va voir au Royaume-Uni, la logique n'est absolument pas la même. On est sur un acte qui est beaucoup plus individuel, qui n'est pas investi socialement, alors que manger en France, c'est un moment où on se retrouve. Si vous mangez avec tous vos collègues sauf un, ça a du sens. Ça a du sens. Manger, c'est créer du lien entre les gens autour de la table. Et c'est très présent socialement. Il y a l'idée qu'on est autour de la table, on crée du lien et on mange la même chose. Et donc évidemment, on va voir que pour les régimes sans, ça a longtemps posé une spécificité française par rapport à d'autres pays. Donc aujourd'hui, les prix alimentaires sont faits en présence d'autres personnes dans 80% des repas en France. C'est un moment qui rassemble et très différent. Quand vous voyez, par exemple, si on est dans le fait de ne plus manger de viande, par exemple, et qu'on regarde ce qui se passe en Allemagne, c'est quelque chose qui est présent depuis un grand nombre d'années. Vous invitez des gens à manger chez vous, la première question que vous allez leur poser, c'est qu'est-ce qu'ils ne mangent pas ? Avec l'idée que c'est légitime de ne pas manger, c'est un choix individuel en Allemagne, de manger ou de ne pas manger tel ou tel aliment. En France, il y a l'idée que c'est collectif l'alimentation. Et donc, ne pas manger comme les autres ou ne pas manger tel aliment, que ce soit le gluten pour des raisons médicales même, ou la viande, etc., pour des raisons éthiques, vous mettez une rupture par rapport aux autres. Vous créez une distance.
Et donc jusqu'à récemment, c'était une vraie problématique et une différence de perception des alimentations particulières en France par rapport à d'autres pays. Parce que l'alimentation est un moment de partage. Et c'est une situation effectivement qui évolue. On observe une augmentation des régimes alimentaires individuels, une augmentation de la reconnaissance du fait qu'on puisse manger différemment des autres. Et c'est une tendance forte en France et qui change par rapport à ce qui se passait encore il y a une dizaine d'années. Et notamment, en termes d'alimentation particulière, ceux qui vont éliminer un ou plusieurs aliments. On ne va pas dire qu'aujourd'hui c'est très bien perçu par tout le monde tout le temps, mais c'est de moins en moins mal perçu, avec ce qui rejoint un mouvement d'individualisation de l'alimentation, avec l'idée que l'alimentation est un endroit où on va aussi exprimer son individualité, faire des choix personnels qui peuvent être reconnus par les autres. Quand on parle de ces régimes sans, il faut être conscient que très souvent, c'est des choses très contraignantes. Alors on verra après qu'il y a des cas très différents, mais faire le choix d'éliminer un aliment de son alimentation, ça représente des contraintes importantes pour le consommateur ou le mangeur. Contraignant en termes de rapports sociaux, puisqu'on ne va pas manger la même chose que les autres, ça a un coût économique élevé, on peut être mis, ça demande d'anticiper ce qu'on va manger, enfin c'est quelque chose d'extrêmement contraignant. Et donc comment expliquer que ces gens vont s'astreindre à ces contraintes extrêmement fortes? Alors les cas spécifiques des raisons médicales, on en reparlera, mais vous voyez qu'on est dans des situations bien plus larges. Qu'est-ce qui explique que ces gens choisissent de s'imposer des contraintes? On l'a vu tout à l'heure en introduction. On a le cas particulier de la maladie cœliaque qui touche une très faible partie de la population. Donc là, on comprend qu'effectivement, on a des raisons et des contraintes fortes pour ne pas manger de gluten, des raisons médicales, mais le développement des comportements et de l'alimentation sans gluten est évidemment, on le voit, bien plus large. On est dans un contexte où on a une multitude et des avis d'experts qui sont parfois divergents sur ces questions-là, notamment médicaux. Il suffit de regarder sur Internet, vous allez voir des choses qui vont dans des réactions très différentes. Des personnes qui disent que c'est complètement irrationnel, d'autres qui vont plutôt motiver à ce qu'une part de la population de plus en plus large ne mange plus de gluten. Et pourtant, malgré cette multitude et divergence des avis des experts, on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire, on a une forte augmentation des personnes qui vont limiter ou arrêter leur consommation de gluten. Et effectivement, il est tentant de l'attribuer à une psychose qui va se greffer sur une pathologie qu'on a du mal à cerner, à diagnostiquer, on ne sait pas si on l'est ou pas. Ce que je veux vous montrer, c'est que ne pas prendre au sérieux ce phénomène en le limitant à une mode ou un comportement irrationnel, c'est une erreur. Et que, comme je l'ai annoncé en introduction, ce comportement, il est révélateur de choses qui se passent dans notre société sur le mode d'alimentation. Et en particulier, si vous voulez proposer un nouveau produit, il va falloir comprendre ses motivations et l'intégrer dans ce contexte-là. Alors, l'alimentation en France, à quoi ça ressemble et comment comprendre le développement de ces régimes? Aujourd'hui en France, on occupe chaque jour 2h22 en moyenne à l'alimentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un temps qui augmente légèrement, alors que dans la plupart de nos pays voisins, il a tendance à diminuer. Il y a une spécificité de l'alimentation en France qui est perçue d'une certaine manière comme un temps de loisir. À l'inverse, il faut savoir que les hommes passent un peu plus de temps à s'alimenter que les femmes, la différence se faisant sur les repas pris hors du domicile. Ça augmente aussi, il y a un effet d'âge et puis un petit effet de génération où le temps passé à l'alimentation augmente à partir de la quarantaine. Et puis il y a aujourd'hui quelque chose d'assez stable, qui est un partage entre alimentation chez soi et à l'extérieur du domicile, qui est du 3/4, 1/4. Avec un effet d'âge, qu'on voit bien ici, c'est la dernière enquête emploi du temps de l'INSEE, on voit que la part de l'alimentation en dehors du domicile, elle a tendance à diminuer avec l'âge. Et là, on a à la fois un effet d'âge et un effet probablement de génération avec des mutations qui sont à venir. L'autre point important, c'est d'avoir en tête que les aliments qui sont mangés, ils sont assez différenciés selon les caractéristiques du mangeur, mais aussi sa génération. Là, c'est une représentation des mangeurs qui est faite par le CREDOC à partir de l'enquête sur les comportements alimentaires, qui fait apparaître qu'il y a des pôles dans la population de mangeurs qui vont privilégier, en fonction de leurs caractéristiques, de leur âge notamment, certains types de produits. Donc entre des aliments traditionnels et des aliments modernes, où effectivement là on a un effet d'âge, mais aussi des aliments riches et des aliments pauvres énergétiquement. Et donc on peut voir en fonction des produits par quelle catégorie de la population ils vont être valorisés. L'autre point important, c'est de regarder ce qui se passe en dehors de l'assiette. Pour comprendre les choix alimentaires qui sont faits, il va falloir évidemment prendre en compte l'analyse des courses, la préparation des repas, la vaisselle éventuellement,
en intégrant le produit qui va être consommé dans toute cette chaîne de comportement. En ayant en tête qu'il y a des ressources financières, on reparlera du coût, notamment pour le sans gluten, mais aussi des ressources temporelles. Combien de temps ça me prend pour préparer ce produit? Est-ce que je dispose de ce temps-là? Et puis, est-ce que j'ai les compétences aussi? Cette question de compétences est de plus en plus importante, notamment pour les générations les plus jeunes et dans les milieux les plus défavorisés. Et le choix ou non de certains aliments, quand on fait des études précises, il se comprend souvent, très précisément, en interaction avec ces autres activités. Donc pas seulement le moment où je mange, mais ce qui va tourner autour. Et ça va être le cas en particulier de la dimension santé dans le choix des aliments, qui est importante. Alors il y a eu des fluctuations au cours de ces dernières années, mais qui arrivent souvent après d'autres dimensions. Le prix, et puis le caractère pratique. Alors sur sans gluten, on va voir que c'est un petit peu différent, mais il y a l'idée que cette dimension santé, elle va m'intéresser, mais si l'aliment, il n'est pas aussi extrêmement compliqué et contraignant à cuisiner. Sauf si je le désire, et le sans gluten est un cas particulier. Et donc, il va être extrêmement important de prendre en compte les rituels qui encadrent notre alimentation. Qu'est-ce que c'est que manger? Qu'est-ce que c'est qu'un repas en France aujourd'hui? L'important, c'est manger à table, assis, sinon ce n'est pas un repas. Typiquement, les Français, s'ils grignotent un cocktail, ils rentrent chez eux, un certain nombre vont aller manger, parce que ce n'était pas un repas. Vous voyez que dans d'autres pays, ça n'est absolument pas le cas. On va compter l'apport nutritionnel. Pour un Français, un repas, un vrai repas, c'est à table, c'est assis. Il y a l'idée que c'est un moment d'échange. Manger seul, c'est relativement stigmatisant. On a des enquêtes où on voit très bien que même des couples qui ont des métiers avec des horaires très disjoints, on essaie de se rejoindre au moment du repas. C'est le moment particulier qu'on essaie de sauvegarder. Et là, il y a quelque chose qu'on trouve dans un certain nombre de pays, notamment en France. Et puis, c'est une activité protégée. Il y a l'idée que quand on mange, on ne fait pas autre chose. On discute, mais on ne travaille pas en mangeant, on ne prend pas les transports en commun en mangeant, par rapport à d'autres pays. Là aussi, vous allez au Royaume-Uni, il y a l'idée que manger, c'est reprendre des forces, reprendre des calories pour l'après-midi. Vous pouvez très bien manger en faisant autre chose. En France, il y a l'idée qu'on s'arrête pour manger. Et c'est cette chose qui frappe les étrangers quand ils prennent les autoroutes en France à 12h30, 13h. On s'est arrêté, il n'y a plus personne. Et ça, c'est quelque chose de spécifique à la France. On va manger à des heures particulières et on va manger ensemble et ça a du sens. Et si, comme j'ai dit tout à l'heure, vous ne mangez pas comme les autres, quelque part, vous vous excluez du groupe. Et on voit bien que sur les régimes sans, il y a un enjeu qui tournait autour de ça. Et puis, pour les produits, il y a aussi, quand vous proposez un nouveau type d'aliment ou d'alimentation, il va falloir l'intégrer dans ces rituels-là. Et là, par exemple, nous sociologues, ce qui nous intéresse souvent, c'est de regarder ce que fait une entreprise qui s'appelle McDonald's. Et on voit que McDonald's, ce qui est intéressant sur le cas de la France, c'est qu'ils ont dû changer complètement leur business model pour l'adapter au cas français. C'est-à-dire qu'avant, McDonald's, le but, c'est que le client il reste, qui mange. Généralement, il arrive, je vous montrerai un chiffre tout à l'heure, tout au long de la journée, et puis qu'il mange le plus vite possible, et puis qu'on ait du monde. Et dans le cas français, on voit bien que ça ne marche pas. Il a fallu créer un modèle où le consommateur, il fallait qu'il ait le temps de rester, créer un espace où il ait envie de s'installer, et puis, dans le cas français, vous avez tout le monde qui arrive à midi ou midi et demi. Et donc, vous êtes obligé de repenser complètement votre offre. Et c'est ce qu'a fait cette entreprise en créant des restaurants qui sont très différents. On a envie de s'arrêter, où on a le Wi-Fi, où on se retrouve, où les ados vont partager du temps. Donc il va falloir repenser votre produit dans le cadre de ce modèle social dans lequel on est, si vous voulez que ça marche. Sinon, on a un certain nombre de cas, ça ne marche pas. Voilà, et tout ça, c'est variable selon le jour, l'occasion, mais il reste ce fort synchronisme. Ensuite, on est dans le cadre de la crise des repas traditionnels, avec de nombreuses discussions autour du modèle alimentaire français. Alors on a ça depuis une trentaine d'années, avec l'idée qu'il serait en disparition, et avec l'idée notamment que l'alimentation en repas disparaîtrait. Et dans les travaux qu'on commence à avoir sur les régimes sans, il y a aussi cette idée-là, que je ne partage pas, je vais vous montrer pourquoi après, que c'est une autre façon aussi de déréguler la manière de manger, qui était collective, où tout le monde mangeait la même chose, et donc ce serait aussi un symptôme de ça. Cette déstructuration, il y a l'idée qu'elle toucherait en particulier les plus défavorisés. Maintenant, tous les travaux montrent que ce n'est pas vrai, et que même s'il y a une augmentation du grignotage en France, les repas restent encore le moment où les Français s'alimentent dans la journée de manière très massive, avec très peu de changements. Là, je vous ai mis juste un graphique pour illustrer tout à l'heure. La courbe noire, c'est le pourcentage de Français qui est en train de manger au cours de la journée. Et donc, vous voyez, on a un modèle avec des pics. On mange à certains horaires. Et en rouge, vous avez la courbe des États-Unis. Vous voyez qu'il n'y a pas de pic, c'est beaucoup plus diffus. On va manger tout au long de la journée ou presque. Et donc ça, c'est important pour comprendre
la manière dont on va manger. À 13h, vous avez la moitié des Français qui est en train de manger, contre un Américain sur 10. Et donc, on est sur des pratiques entre héritage et mutation, avec de nombreuses discussions autour de la disparition des repas traditionnels. On observe qu'il y a un certain nombre de changements, néanmoins, l'augmentation de la consommation de plats préparés. On a un point qui est important aussi pour vous, et que je vais redévelopper tout de suite après, sur la forte baisse du temps de cuisine. Les Français cuisinent de moins en moins. Et en fait, c'est l'ensemble des temps considérés comme des tâches domestiques qui ont tendance à décroître. Mais c'est le cas en particulier, vous voyez, 18 minutes de moins chaque jour entre 86 et 2010. Parce qu'on va vouloir consacrer plus de temps, notamment au temps de loisirs, comme l'alimentation. En revanche, on a un temps de cuisine qui augmente, qui est une cuisine de loisirs, du week-end. Et ça se voit notamment parce que c'est une cuisine qui est un peu plus masculine. Nous, on le voit quand les activités deviennent plus valorisées, parce que les hommes, voilà, comme sur le soin des enfants, ils sont plus nombreux à les faire. Et donc, en quelque sorte, sur la cuisine, il faut bien avoir en tête que vous avez la cuisine du quotidien, auquel les Français passent de moins en moins de temps, donc il va falloir aussi des produits qui s'adaptent à ça, et puis une cuisine spécifique du dimanche, ou quand on reçoit des amis, qui est, elle, valorisante, et sur laquelle, là, on va passer plus de temps. On a une tendance à la disparition de l'entrée, et on a l'évolution des achats sous l'impulsion des nouvelles technologies, on pourrait aussi en parler longuement, et l'émergence de nouvelles tendances. L'idée, c'est que le développement des régimes sains, il se situe dans ce cadre-là, et dans ce climat, qui est un climat qui est perçu par le consommateur comme anxiogène. On a, premier point, un accroissement de la distance entre le producteur et le mangeur. Il y a l'idée que l'aliment qui vous arrive, dans nos sociétés, la plupart du temps, vous ne savez pas d'où il vient. Et qu'en tout cas, le développement de l'industrie agroalimentaire a fait que, d'une certaine manière, une boîte noire a été... Il y a une sorte de boîte noire qui est la manière dont a été créé, transformé le produit qui vous arrive. Et donc, ça, c'est un premier point important pour comprendre notre rapport aux aliments aujourd'hui. D'autant qu'on a eu plusieurs crises que vous connaissez bien, qui ont fait croître les doutes des consommateurs vis-à-vis des produits alimentaires industriels. Qui va de la vache folle aux lasagnes à la viande de cheval, qui ont été repris très largement médiatiquement, mais vous voyez qu'ils sont symptomatiques. De la viande de cheval dans des lasagnes, on n'est pas dans quelque chose qui est dangereux pour la santé en tant que tel. On est dans des choses qui renvoient à des représentations des aliments et au fait que ce soit mangeable ou pas mangeable. Avec là aussi l'idée que nos représentations des aliments mangeables ou pas mangeables, ils évoluent. Il y a une très belle thèse d'un jeune chercheur sur notre rapport à la viande de lapin et la manière dont d'une viande recherchée qu'on faisait le dimanche ou pour faire plaisir à sa famille, grâce aux peluches, enfin grâce ou à cause comme vous voulez, aux peluches ou aux dessins animés, petit à petit, avec des effets générationnels, on est passé à un aliment qu'on mange moins ou qu'on n'a pas envie de manger et qui peut entraîner le dégoût. Voilà, je ne sais pas si vous proposez du lapin à vos enfants, mais on voit très bien dans l'évolution du rapport à l'aliment que la perception de cet aliment a complètement changé, comme le cheval par exemple. Et donc il va falloir prendre en compte aussi la manière dont ces lignes entre sain et malsain, pur et impur ou bon et pas bon, changent au cours du temps. Et donc c'est d'autant plus perturbant que, je réinsiste, nous mangeurs, on ne sait pas d'où vient ce qui nous est mis sur la table. Et par ailleurs, on a des prescriptions de plus en plus nombreuses sur la manière dont on mange, sur la minceur, sur le fait de manger, attention, on peut développer des cancers, sur la santé demain, etc. Et ces prescriptions sont très fortes et tendent à responsabiliser le mangeur. Il y a l'idée que si vous ne mangez pas bien, c'est de votre faute. Et donc, on est dans ce climat-là avec l'idée que les consommateurs ne savent plus qu'il est sain pour eux de manger. Et donc, à la base de ça, on a ce qu'on appelle, en sciences sociales, un petit peu plus loin, le paradoxe de l'omnivore, dans lequel on est forcément nous mangeurs. On a, nous humains, parce qu'on est omnivores, besoin de variété pour se nourrir. On ne peut pas tirer nos nutriments d'un seul aliment, comme d'autres espèces. Il va falloir manger des choses différentes. Alors c'est un avantage, parce que ça permet de s'adapter au changement de l'environnement, et quand on regarde sur longue période, ça a été un avantage pour l'homme. Mais ça va apporter un certain nombre de contraintes. D'autant qu'il y a un deuxième aspect qui est qu'on est incapable de reconnaître ce qui est dangereux ou non, les aliments qui sont sains ou pas, contrairement à d'autres espèces. Et donc tout aliment nouveau, pour nous, il est potentiellement un danger, il peut nous empoisonner. Et donc, de ces deux nécessités, l'omnivore, manger des aliments très différents et puis ne pas reconnaître ce qui est dangereux ou pas tel quel, il y a une anxiété alimentaire qui est à la base de notre alimentation d'omnivore. Et la manière de résoudre cette peur par rapport à ce qu'on mange, de l'empoisonnement et ce besoin de manger des choses diverses, c'est le développement de cultures alimentaires
qui vont définir les aliments qui sont mangeables et pas mangeables, les manières de les manger, les manières de les préparer. Et c'est la manière dont les cultures humaines, une des manières en tout cas, de dépasser cette angoisse de l'alimentation pour l'omnivore. Et donc c'est un ensemble de règles strictes autour de la manière de choisir, de préparer, de manger les aliments. Et dans le contexte actuel, donc de distanciation entre le producteur et puis le mangeur, ces cultures culinaires, elles ont été modifiées aussi par la mondialisation, l'arrivée de nouveaux produits. Et donc on est dans un contexte où le consommateur il a besoin d'être rassuré. Et ça se retrouve dans toute la société. On a un besoin de maîtriser ce qu'on va incorporer. Et donc on est dans une société de consommation qui est perçue par beaucoup de consommateurs comme marquée par le trop. On a beaucoup de messages, on a beaucoup d'aliments qui apparaissent, on ne sait pas, ils sont nouveaux, on ne sait pas à quoi ils ressemblent, ils ne sont pas liés à ce qu'on nous a appris à manger depuis tout petit. Et donc on a un besoin qu'on perçoit chez un certain nombre de consommateurs de se réapproprier son alimentation en y mettant de l'ordre. Et cette façon de reprendre le contrôle de son alimentation, elle passe notamment par supprimer des aliments qui sont perçus comme problématiques. Et c'est une des bases qui va nous permettre de comprendre cette multiplication des régimes sains. C'est-à-dire que je vais supprimer les aliments qui me posent problème pour essayer d'y voir plus clair dans mon alimentation. D'autant que ça rejoint une deuxième tendance qu'on perçoit aussi dans nos comportements alimentaires, c'est ce souhait de recherche de la santé et de bien-être. Il y a l'idée que je vais supprimer les aliments problématiques et limiter cette angoisse par rapport à ce que je mange ou ce que je donne à manger à mes enfants, et en même temps améliorer ma santé. Et donc, on est spécifiquement dans le cas de sans gluten. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Est-ce qu'on est sur une psychose irrationnelle? Et vous voyez que d'une certaine manière, moi je vais répondre non. On a de nombreuses personnes qui assurent se sentir mieux dès qu'elles proscrivent le gluten dans leur alimentation. Une des logiques d'explication, et après on va voir comment on élargit ça, c'est ce besoin de réassurance. Et je pense que, et c'est pour ça que j'ai amené le sujet de cette manière, que pour comprendre le sans gluten, il faut le placer dans le cadre plus large de l'ensemble des régimes sans qui répondent à ces tendances-là. Et on verra après qu'il y a un certain nombre de spécificités. Et donc les motivations, elles peuvent être multiples. Il y a la recherche, d'une certaine manière, d'une pureté diététique qu'on va retrouver auprès d'un certain nombre de mangeurs. Il y a l'idée que je vais exclure des composants qui altèrent nos aliments, qui apparaissent superflus. Et là, on a ce concept qui est de plus en plus repris d'orthorexie, qui vient du grec orthos, correct, et orexie, appétit. C'est la description d'un certain nombre de pratiques alimentaires qui sont caractérisées par l'obsession d'une nourriture saine et un rejet qui va être systématique d'aliments qui sont perçus comme impurs. Et ça, quand on parle d'orthorexie, jusqu'à l'excès. C'est-à-dire que je vais retirer tous les aliments auxquels je n'ai pas confiance. Et bon, c'est un concept qui est introduit par Steve Bratman et qui est comme un des troubles de conduite alimentaire et qu'on va observer, alors là, dans des comportements extrêmes, qui va pouvoir conduire à une malnutrition puisque je ne vais plus manger un certain nombre d'aliments dont pourtant j'ai besoin, et même à un isolement social. Et donc il le décrivait comme une pathologie mentale d'une certaine manière. Alors pourquoi ce détour m'intéresse? Parce qu'on voit dans ces cas un peu extrêmes d'exclusion de tout un type d'aliments l'importance de deux dimensions. La qualité de la nutrition, dans laquelle je vais revenir après, et puis l'importance des relations sociales dans ces types de comportements alimentaires. Ensuite, il y a une autre direction que j'ai cherché à introduire un petit peu avant, qui est cette revendication identitaire. On observe une plus forte revendication des particularismes alimentaires, notamment en France, comme je l'ai dit tout à l'heure, où ils étaient perçus comme... ils étaient mal perçus jusqu'à très récemment. Et donc, il y a l'idée que l'alimentation, elle va jouer un rôle central dans la définition de qui je suis, et notamment ce que je vais donner à voir de moi. Et donc, en choisissant de ne pas manger certains aliments, je vais affirmer mon identité et ma spécificité au vu des autres. Et donc, c'est aussi une manière de se distinguer, de revendiquer ma singularité, et même, on l'observe dans un certain nombre d'études plus qualitatives, de trouver du sens. Il y a l'idée que, dans ce choix de comportement, je retire certains aliments qui sont problématiques, je me crée une éthique qui va être contraignante, mais qui, quelque part, donne un sens à mon alimentation et plus largement à mon mode de vie. Et donc, derrière ce comportement, on a la défense d'un certain nombre de valeurs, de naturalité, de bien-être, de santé, dont ce fait de ne pas manger de gluten, par exemple, va être en fait juste la face émergée de l'iceberg. Vous voyez, ça va traduire ça. Et donc, pour comprendre le comportement qui est derrière, il y a l'idée qu'on est dans des comportements qui vont avec la défense d'un certain nombre de valeurs que je vais afficher et qui sont valorisantes. Ensuite, on va trouver d'autres motivations et enjeux qu'il ne faut pas négliger. Par exemple,
pas manger du sans gluten, ça peut être une façon de limiter sa consommation de pizza, de pâtes, de pâtisserie, et ça peut être un bon alibi pour surveiller sa ligne. Et on va le retrouver dans certaines tendances. Et donc vous voyez qu'on est très loin de la maladie cœliaque et de ses contraintes. Adopter un tel régime, ça va aussi pousser à s'approprier de nouveaux aliments. Je sais pas, par exemple la farine de châtaigne. Et donc à manger, à cuisiner différemment. Et on va trouver dans les motivations aussi cette recherche d'exotisme. Et donc je ne mange pas de gluten, mais aussi, voilà, c'est une manière aussi d'aller chercher d'autres aliments, de montrer mon particularisme, et puis de m'approprier de nouvelles saveurs. Il y a quelque chose d'un peu excitant à aller cuisiner, quand on n'en est pas obligé, pour des raisons médicales, avec de nouveaux aliments, de les proposer à ses amis, à sa famille, etc. Et ça va être aussi une des motivations. On a un nouveau répertoire alimentaire, neuf, qui apparaît comme bon pour la santé, qui va répondre à la fois à ce désir de nouveauté et à la recherche de bien-être du mangeur. Donc c'est valorisant et en même temps, ça me réassure sur mon alimentation. Alors maintenant, si je me concentre sur les enjeux sociaux du sans gluten, et qu'est-ce qu'on peut en dire, et comment voir la suite en termes de prospective, et ce qui va se passer sur ce qui pourrait apparaître comme une mode. Alors déjà, il faut avoir en tête que c'est, comme toujours sur ces phénomènes, difficile à chiffrer. Première chose, ça nous apparaît comme un phénomène assez important. On a tous, ou presque sans doute, dans notre entourage, quelqu'un qui est un adepte du sans gluten, ou on en a croisé. Donc on le perçoit comme un phénomène qui n'est pas négligeable. Et puis la presse s'en fait l'écho. Donc le phénomène, il est perceptible par nous tous. Mais on va effectivement mélanger des situations très différentes, et on l'a vu dans l'introduction tout à l'heure. L'intolérance, l'hypersensibilité, ou alors l'appétence pour des aliments supposés plus sains, pourquoi pas, plus naturels, plus légers. Et quelque part, on va mélanger des situations qui n'ont rien à voir en termes de contraintes ou de choix d'aller vers cette alimentation. Alors généralement, on trouve un chiffre estimé de 5 millions de consommateurs français, qui est relativement peu fiable, pour être honnête, pour avoir regardé la manière dont il est construit. Et donc c'est difficile de donner un chiffre vraiment fiable, mais ce qui est plus simple, c'est de faire ce qui a été fait d'ailleurs en intro tout à l'heure, regarder plutôt les ventes et leur accroissement pour avoir une estimation. Et là, on voit qu'il y a effectivement un dynamisme, et on en reparlera après, de ce marché. Ensuite, on a quelques études. Alors, on en a plus, mais pas forcément fiables. On en a quelques-unes un peu plus fiables sur le profil de ces consommateurs. Qui sont les gens qui, aujourd'hui, si on réunit globalement les gens qui ne mangent pas du sans gluten, alors on observe qu'on a un public qui est un peu plus féminin, ce qui rejoint aussi les préoccupations de santé qu'on va retrouver plus largement, et ça s'explique très bien. Un produit qui est un CSP+, donc on retrouve plus en haut de la hiérarchie sociale, très clairement. Alors, pour des raisons de coût des aliments, mais pas seulement. Et puis, en termes de répartition géographique, un peu plus francilien, mais c'est lié aussi aux différences socio-économiques. Ce développement du sans gluten, ça s'inscrit dans une tendance de fond sur la santé alimentaire. On a 34% des Français qui déclarent avoir déjà goûté un aliment sans gluten, 16% des personnes interrogées qui indiquent en avoir consommé dans le mois précédent en 2015, qui est à mon avis la dernière étude fiable dont on dispose. Et en fait, on va être loin derrière le bio, mais en fait avec un profil qui est relativement similaire quand on regarde globalement la masse des mangeurs sans gluten. On a 14% des consommateurs, donc un Français sur 7, qui aimerait trouver davantage de produits sans gluten dans leur magasin alimentaire, donc 14%, c'est pas rien, mais vous voyez qu'on est très loin, 38% pour le bio et 69% pour les produits locaux ou régionaux. Et avec des choses qui vont avec, en question d'identité, de ce que je mange dans mon alimentation, et puis un certain nombre de particularités du sans gluten. Mais j'insiste, on a quand même peu d'enquêtes et de chiffres vraiment fiables, on en trouve un certain nombre, mais sur des petits effectifs, voilà, on a encore peu de choses fiables. Ensuite, pour comprendre ce phénomène, je pense qu'il faut revenir à son origine. Pour comprendre, voilà, on s'interroge, est-ce que c'est un effet de mode, est-ce que ça va durer? Pour comprendre comment c'est apparu, le développement du no-glu. Alors on est sur un phénomène qui est à l'origine dans sa massification anglo-saxon, et quelque chose qui est passé par la rumeur, ou par, vous voyez, de l'interpersonnel, le bouche à oreille, avec un rôle pivot, comme dans un certain nombre de modes, entre guillemets, par certaines stars ou sportifs qui se sont faits les égéries, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas les défenseurs de cette pratique alimentaire et de ses bienfaits. Il est important de s'arrêter sur la manière dont est adopté ce régime alimentaire. C'est-à-dire que généralement, quand on regarde la carrière entre guillemets, du mangeur de sans gluten, il y a ce soupçon qu'on est allergique ou intolérant, alors à un degré différent, et puis on ne fait pas forcément la différence. On va arrêter le gluten et on va observer, de manière réelle ou perçue, une diminution de troubles alimentaires ou une augmentation de son bien-être.
Et c'est une des motivations de la consommation de la plupart des mangeurs de sans gluten. Et donc, il faut être conscient qu'on est dans un mouvement qui se répand. Le mot contagion pas connoté, mais vous voyez, on a quelqu'un autour de nous qui ne mange pas de gluten, il dit qu'il se sent mieux, ben on va essayer. Et c'est comme ça que se répand le phénomène. Donc, pas sur des bases scientifiques, entre guillemets, et par une sorte de validation par le fait que je me sens mieux. Voilà. Et donc, on est sur un mouvement collectif qui inclut dans une communauté d'une certaine manière. J'ai tel ami qui ne mange pas de gluten ou telle connaissance, et c'est extrêmement important pour comprendre ce qui se passe. On est face à une nouvelle forme de commensalité. Et donc, il y a un enjeu important, on voit réapparaître, et le sans gluten en est une sorte de tribu alimentaire. Et une tribu, j'insiste, mais vraiment au sens premier des anthropologues. C'est-à-dire qu'on a un lien qui va se créer entre les gens qui mangent de cette manière-là, qui est symbole d'un certain nombre de valeurs, d'un art de vivre, qui est représentatif de valeurs qu'on partage, avec... c'est quelque chose qui rassemble finalement. Autrefois, pas manger du gluten, ça excluait. Maintenant, ça rassemble à une communauté. Et c'est des concepts qui sont repris par des restaurants, des crêperies, des boulangeries. Il y a des consommateurs qui sont demandeurs d'espaces de vente regroupés et bien identifiés. Ça crée une identité. Et donc, c'est un marqueur identitaire et qui va très loin. Il y a un site de rencontre qui s'appelle GlutM, qui rassemble les gens qui ne mangent pas de gluten. Vous pouvez aller voir. Et donc, on crée du lien et on se rencontre parce qu'on a en commun de ne pas manger de gluten. Et donc, oui, c'est un exemple effectivement un peu excessif, mais qui témoigne de ça et de la manière dont ce comportement crée du lien social. Et donc, ça repose sur une croyance en commun, le bienfait du sans gluten pour mon alimentation. Et donc, j'insiste sur le mot croyance parce que d'une certaine manière, peu importe qu'elle soit vérifiée. Et là, je parle de la masse, pas des personnes de la maladie cœliaque. Et ces croyances alimentaires, on en a beaucoup dans notre alimentation, qui sont très fortes et pas forcément vérifiées. Alors, sur le bénéfice d'une bonne alimentation ou pas, qui sont différenciées socialement, ou sur le caractère sain et malsain des aliments. Vous le savez, en France, quand on demande aux gens d'estimer le nombre de calories d'un Big Mac, ils vous répondent 500 calories. Et puis vous leur demandez le nombre de calories d'un Big Mac et d'une salade verte, ils vous répondent 450 en moyenne. Comme si à apporter une salade verte, ça enlevait des calories. Et ça, on le retrouve très bien dans toutes les études, parce qu'on perçoit différemment l'apport calorique des aliments dès qu'on ajoute un aliment sain. Et donc on a des effets comme ça sur les croyances qui sont très, très marquants et qui ont des effets réels sur la manière dont on va manger. Et donc il faut réfléchir aux croyances qui sont au fondement de la non-consommation de gluten. La première, c'est que ces produits sont plus sains. C'est une perception du consommateur, mais il faut faire attention, c'est une perception du consommateur qui n'est pas forcément fidèle à la réalité. Et donc là, il y a un vrai enjeu social pour les aliments sans gluten. Donc avec toute la question, il n'y a pas de gluten, mais il y a plus d'additifs. Je vous renvoie à un dossier de 60 millions de consommateurs qui avait fait beaucoup de bruit, où ils montraient les aliments sans gluten en montrant que finalement, ils n'étaient pas plus sains. Avec un exemple qui prenait de la pâte à tarte, où à la place du gluten, qui donnait de l'élasticité, de la texture, on ajoutait des additifs épaississants, émulsifiants. Et donc, vous voyez, là, il y a un premier enjeu qui est un risque d'éviction brutale du sans gluten si la perception du consommateur change. Pour tous ceux qui ne sont pas obligés de manger du gluten. Si d'un coup, on se dit, bah non, finalement, ces produits, gros scandale, on n'en mange plus comme il a pu se passer pour tel type de viande, par exemple. Donc, un premier défi qui est de rendre les produits sans gluten plus sains. Deuxième moteur, c'est des produits qui m'apparaissent meilleurs pour la santé. Le bénéfice santé, il est au fondement de cette consommation des produits sans gluten. Or, en réalité, ça va dépendre des situations, mais on a des produits qui ne sont pas systématiquement meilleurs. Par exemple, vous avez une teneur en protéines plus faible de biscuits ou pâtes sans gluten, ce qui peut être problématique pour les adeptes de régime végétalien qui mangent ni œufs, ni produits laitiers, ni œufs. Donc il y a un vrai enjeu aussi en termes de positionnement et de vente, de caractérisation de ces produits, pour les rendre effectivement meilleurs pour la santé. Je vous proposerai des pistes. Et puis il y a l'enjeu de l'accessibilité de ces produits. On a un prix qui est à la hauteur du bénéfice proposé ou supposé, évidemment aussi des coûts de fabrication, avec des produits qui sont généralement 2 à 5 fois plus chers. Et donc 2 à 5 fois plus chers, aussi bien pour ceux qui sont contraints pour des raisons médicales de manger, que pour ceux qui le font pour des choix alimentaires en lien avec leur représentation. Donc ce n'est pas accessible à tout le monde, et c'est des produits encore perçus très catégorie sociale supérieure. Et donc il y a un enjeu de démocratisation aussi quand on réfléchit sur le long terme, est-ce qu'on aura l'arrivée de nouveaux consommateurs, est-ce qu'on dépassera l'effet de mode, avec un défi qui est de rendre ces produits moins chers. L'autre défi plus large et important, c'est de limiter les contraintes. Effectivement, exclure des aliments, ça complique les relations sociales, au restaurant, à la cantine, donc il y a un vrai enjeu de disponibilité et d'usage de ces produits.
Il y a une gestion du temps qui est plus complexe, qui peut conduire par exemple à prévoir sur le long terme les prix alimentaires, des courses qui peuvent être plus contraignantes, avec l'achat de produits spécifiques, pas forcément présents, ou dans des magasins ou des rayons spécialisés. Mais il faut avoir en tête que ces contraintes, qui sont très fortes et pas négligeables, elles peuvent être aussi une motivation. Il y a l'idée que pour certains consommateurs, avoir ces contraintes, c'est une manière de donner du sens à sa vie et de retrouver de l'ordre un peu dans cette vie dans laquelle on était un peu perdu. Et ça, il ne faut pas le négliger. Voilà, donc ça limite les choix, ce qui est une réponse à l'angoisse de ne pas savoir quoi choisir. On observe aussi, mais j'imagine que ce sera abordé après, une diversification de la demande, une demande qui ne touche pas seulement les produits céréaliers. On trouve des produits plus inattendus, en tout cas pour nous, hein, comme des jambons ou même des chocolats. Et on a de nouvelles familles de produits qui apparaissent, produits lactés, soupes, boissons ou même charcuterie. Et il y a cette perception que le sans gluten, il va sortir du rayon spécifique ou diététique pour être dans d'autres linéaires et être beaucoup plus présent. Et donc, en termes de perspective et d'évolution, il y a déjà savoir ce qu'on propose en termes de régime. Est-ce que c'est une exclusion stricte qui renvoie aux problèmes posés dans la maladie cœliaque, etc. Ou est-ce que c'est une diminution des quantités pour se sentir mieux, pour viser le bien-être pour un consommateur qui n'est pas obligé de manger du sans gluten, mais qui va en manger moins. Et puis il y a cet enjeu d'association des aliments sans gluten avec d'autres sans, comme le sans lactose ou le sans allergène. Et ça, c'est probablement une piste pour le futur. Ou alors de croisement des dimensions dont on a vu tout à l'heure, des produits qui seraient à la fois bio et sans gluten. Et donc je réponds aux deux tableaux, du bien-être via le sans gluten et puis du bio par le meilleur pour la santé. On a sans doute des pistes d'émergence pour le futur autour de ces thématiques-là. Et puis, il y a des questions qui se posent sur l'apparition d'autotests d'intolérance au gluten ou au lactose, qui entraînent des controverses et des discussions, qui sont déjà plus présents dans le contexte anglo-saxon. Mais vous voyez, si on arrive à diagnostiquer plus précisément cette intolérance au gluten ou au lactose, puis savoir à quel degré, ça change un petit peu la problématique autour du sans gluten. Donc on aura probablement des évolutions autour de cette question-là. Est-ce que ça peut augmenter la demande, la réduire mais il y a sans doute un enjeu pour la suite autour de ces tests. Donc ce qu'il faut retenir de ma présentation, c'est que nos manières de manger, elles sont reflet de notre société et de ses évolutions, et qu'il faut penser cette tendance du sans gluten ou la proposition de nouveaux produits dans le cadre global dans lequel on est. Que, loin d'être un comportement irrationnel, le sans gluten, c'est une réponse à la cacophonie alimentaire dans nos sociétés contemporaines et qu'il y a un besoin d'accompagnement du consommateur, notamment en limitant les contraintes autour de cette consommation du sans gluten pour le futur. Et donc ça pose de nombreux défis, notamment la composition, qui va aussi avec la manière dont on peut conserver, par exemple, le produit, et puis le prix de ces produits. Voilà, merci beaucoup. Merci, M. Thibault de Saint-Paul. Vous avez respecté les délais, c'est formidable. Et merci encore, parce que c'était un tour d'horizon qui peut sembler au départ un peu long, un peu peut-être plus généraliste, mais en même temps, c'est intéressant parce que ça ne nous a pas empêché de faire un focus très intéressant à la fois sur les produits sans et sans gluten. Alors, il y a peut-être des questions dans la salle, des questions, des interrogations, des témoignages, pourquoi pas. En tant que consommateur, en tant que distributeur, en tant qu'industriel, voilà, quelles sont les questions que ça vous pose ? Je suis prête à me déplacer au plus vite vers vous si vous avez une question. Oui, Madame Jolivet, présidente de l'AFDIAG. Bonjour, d'abord bravo, merci pour cet exposé qui était vraiment très intéressant. C'est vrai que il faut tenir compte des habitudes, il faut tenir compte de beaucoup de choses. Je pense qu'on avancera plus quand on pourra définir un peu plus les gens qui ont vraiment besoin du régime et ceux qui ne l'ont pas. Je voudrais revenir un petit peu sur l'hypersensibilité dont on parle beaucoup. Et aujourd'hui, on n'a pas encore de tests biologiques, de tests diagnostiques pour vraiment définir la pathologie. Et je pense que le jour où on saura exactement comment la définir, et avoir des pourcentages, parce que là, on parlait de 6% tout à l'heure, mais d'autres parlent de 1%, donc on n'a pas du tout... Vous parlez de la maladie cœliaque ? Non, de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, voilà, je vais juste vérifier. L'hypersensibilité, le problème, pour pouvoir la définir, il faut pouvoir éliminer la maladie cœliaque, et comme vous disiez justement, les gens suppriment le gluten d'emblée. Et après, il y a une difficulté dont on reparlera certainement pour pouvoir diagnostiquer la maladie cœliaque. Mais je pense que voilà, on avancera beaucoup plus quand on pourra définir exactement les gens qui en ont vraiment besoin. Et ce sera le thème de l'intervention de M. Périchaud en partie cet après-midi. En tout cas, une question qu'on pourra lui poser
en tant que médecin. Et juste une petite remarque, on a fait une étude auprès des malades, donc là je parle vraiment des intolérants au gluten. On parle de 1%, vous avez parlé de 1%, mais il faut savoir que sur ces 1%, il n'y en a que 10 à 20% de diagnostiqués. Voilà, c'est ce que... Ce qui fait que les gens... voilà, donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Exactement. Quand même. Et on leur posait la question justement de est-ce que vous allez toujours au restaurant? Et moi j'ai été étonnée de voir qu'on arrivait presque à 30% des personnes questionnées sur 1500, donc c'est quand même un petit peu représentatif, qui disaient non, je n'y vais plus parce que je n'ai plus confiance, parce que je ne suis pas pris au sérieux. J'ai toujours peur qu'il y ait des erreurs sans que je le sache. Et comme il n'y a pas de réaction immédiate comme dans l'allergie, c'est un vrai problème pour eux. Et il y a des gens qui se désociabilisent complètement parce qu'ils ont peur de ne pas être pris au sérieux et de faire des erreurs sans qu'ils le sachent. Oui, c'est un point important. Et effectivement, c'est d'une certaine manière un effet pervers de cette massification de l'alimentation sans gluten. C'est que la maladie cœliaque est moins prise au sérieux et apparaît beaucoup plus commune, alors que les contraintes sont extrêmement importantes et fortes, et qu'on est sur une pathologie qui est très contraignante. C'est sûr. Et sur votre premier point, c'est évident. Cet enjeu du diagnostic de l'hypersensibilité, c'est à la fois un levier, une manière de clarifier cette zone confuse aujourd'hui où on voit bien qu'on mélange des populations qui sont très différentes et où même le mangeur ne sait pas très bien dans quelle zone il se situe. Et donc, dans le doute, on supprime l'aliment et puis on sent mieux. Voilà, c'est la logique. Autre question? Oui. 2 questions. On reposera cette question tout à l'heure, ou peut-être dans la table ronde, je pense à Mme Jolivet, mais on vous ressollicitera. Parce qu'effectivement, une des questions posées suite à votre intervention, M. Thibault de Saint-Paul, c'est de savoir si c'est un phénomène individuel, donc qui touche l'individu, mais que se passe-t-il à ce moment-là dans la famille? C'est-à-dire, est-ce que c'est la famille qui est touchée ou simplement l'individu dans la famille? Oui, ma question derrière. C'est une très bonne question. Ça peut poser aussi des questions d'évaluation du marché, parce que si c'est l'individu seul, que ce soit la maladie ou les hypersensibles, c'est que l'individu. Mais si on fait l'hypothèse, qui est un peu la vôtre, que ça fait un peu tache d'huile, c'est pas simplement l'individu, c'est un peu la famille, l'entourage, voire même les amis invités ou pas invités qui deviennent du coup non pas sensibles mais hypersensibles. Si je peux tout de suite répondre, effectivement, c'est un vrai enjeu et c'est intéressant parce que justement, on a un glissement entre cet individuel et le collectif. Et d'une alimentation particulière individuelle, on observe que justement, dès lors qu'on élargit, on est dans quelque chose qui est représentatif de valeur, on a quelque chose qui fait un peu tache d'huile, comme vous disiez. Et même jusqu'à des extrêmes, c'est-à-dire que dans ces 100, si vous prenez les laits infantiles, on va en retrouver 100 tel ou tel aliment ou tel composant. Et donc, ça va relativement loin dans l'idée que, par exemple, à mon enfant, très tôt, je vais lui exclure tel type d'aliment. Et ce n'est pas un choix de l'enfant en tant que tel, ou ça dépend de son âge. Mais il y a l'idée que c'est représentatif de valeurs que j'ai envie de transmettre à mes enfants et que cette alimentation, elle signale ça. Vous voyez qu'on est dans un cas particulier de la maladie qui est contraignante, etc. Même si ça repose en termes d'imaginaire sur ça. Les 2 questions, allez-y, monsieur. Réflexion qui rejoint ce qui a été soulevé par Mme Jolivet. Comment vous expliquez dans le graphique qui était passé précédemment que le Français moyen passe de plus en plus de temps au repas ou à table et qu'en même temps, il y a un engouement de plus en plus fort pour le fast-food? Donc je me mets à la place d'un industriel me disant, est-ce que je devrais plutôt viser ce comportement où aujourd'hui on passe de moins en moins de temps à la cuisine, donc on passe de plus en plus de temps sur le fast-food, mais en même temps, on passe de plus en plus de temps à manger. Où est-ce qu'on situe le curseur sur cette... où est-ce qu'on situe là? Est-ce que je devrais plutôt m'embrayer sur le fait que le consommateur passe de moins en moins de temps à cuire, donc d'avoir des aliments de plus en plus simples à réaliser, ou au contraire, m'embrayer sur le côté du fast-food, qui est un vrai engouement? On a regardé aujourd'hui la montée en croissance, donc les chiffres d'affaires que fait le fast-food versus la décroissance que prend la restauration. On est où, là? Oui, non, c'est un point intéressant. Évidemment, il y a une différence il y a une variété de comportements qui correspondent à des situations différentes, mais une des premières choses qu'il faut avoir en tête, c'est déjà que le fast-food à la française, il est particulier. C'est-à-dire que c'est un lieu dans lequel, dans la plupart des cas, on va rester beaucoup plus longtemps que dans les autres pays. Si vous regardez, si on prend l'exemple de la chaîne McDonald's,
les comportements qu'on a aujourd'hui sont des comportements où on va rester plus longtemps, pas comme un Américain, et où même on a des comportements aujourd'hui qui sont relativement fréquents. Il y a des belles études là-dessus, sur les adolescents s'y retrouvent, on va y passer une partie de l'après-midi à discuter autour d'un coca et de frites qu'on va partager. Alors les aliments, ils sont les mêmes, et on peut discuter des aliments qui sont proposés, de leurs caractéristiques, etc. Mais la manière de manger a été un peu réinvestie dans notre modèle français et dans une temporalité qui n'est pas la même que la manière dont on mange dans un fast-food dans d'autres pays. Même si il y a effectivement une grande variété, il y a des différences selon les temps alimentaires. C'est-à-dire qu'effectivement, le temps consacré à l'alimentation le midi, même si là aussi ça varie, ville-campagne, selon les métiers, etc., il a tendance plutôt à décroître. Le temps qui est valorisé, qui dure longtemps, c'est le temps plaisir, c'est le temps loisir. Et là, on a une vraie spécificité de ce temps qui a tendance à s'accroître, dès lors que manger, c'est un moment d'échange avec mes proches, c'est un moment agréable. Et vous voyez, pour les Français, c'est marquant dans nos enquêtes. Manger, c'est une activité aussi agréable qu'écouter de la musique ou lire, et puis presque un tout petit peu moins que regarder de la télé. Vous faites la même chose au Royaume-Uni, aux USA, c'est complètement différent. Donc en termes de positionnement, il y a l'idée que, mais comme vous l'avez dit, il y a cette tendance très forte de je veux consacrer le moins de temps possible à cuisiner, sauf que si cuisiner est un loisir en soi pour moi. C'est le cas le week-end, en partie. Exactement. Ok, autre question? Monsieur, on va vous passer le micro juste derrière. Allez-y. Oui, bonjour, Paul Canevet, je suis agriculteur à Plonnet-Hurle-en-Verne. Et je voulais simplement vous dire, tout à l'heure vous avez dit que le sans gluten suivait un peu l'évolution du manger local ou du bio. Je veux parler un peu de la part des agriculteurs. Nous, agriculteurs, on est prêts à produire de la matière première sans gluten, du bio. Ici en Bretagne, voilà, on cultive du blé noir, on cultive du millet, même si c'est encore très discret. On a toutes les conditions ici pour produire ça. Peut-être ce qui manque, c'est la relation entre agriculteurs et transformateurs. Mais voilà, nous, agriculteurs, je pense qu'on serait tout à fait prêts à produire s'il y avait des industriels qui seraient intéressés. Bien, écoutez, c'est une perche qui est tendue aux industriels qui sont là ou qui seront là, qui nous rejoignent. En tout cas, c'est sûr pour cet après-midi, pour la partie industrielle. Merci de votre témoignage. Autre question? Remarque peut-être aussi ou commentaire? Oui, monsieur. On vous passe le micro. Bonjour, Sylvain Gollon, Poulet-Bresse. On parle de sans gluten, mais je pense qu'aussi dans l'imaginaire, ou en tout cas du grand public, on oublie de parler que naturellement, beaucoup d'aliments n'ont pas de gluten. Donc on cherche du sang, absolument du sang. Alors qu'il fallait l'enlever, c'est ça que vous dites. Voilà, alors qu'à la base, il y a beaucoup de produits, quand on parle d'agriculteurs, circuits courts, mais on se retrouve avec beaucoup d'aliments qui n'ont naturellement pas de gluten. Et ça, il y a un manque d'information aussi. Et je dirais c'est peut-être un petit peu de la faute peut-être des industriels qui, pour vendre leurs produits sans gluten, oublient de dire qu'à côté, ils sauraient aussi fabriquer des produits qui naturellement ne l'ont pas. Ça, c'est peut-être des choses, je sais pas, à intégrer dans votre démarche ou autre. Enfin, on verra peut-être plus dans l'approche des commerces, produits et marketing, effectivement, cette disponibilité et aussi une approche technologique dans l'après-midi. Si je peux juste ajouter un mot. Oui, je vous en prie. C'est tout à fait vrai, mais il y a effectivement une dimension en plus qui est que la personne qui exclut un aliment de ce qu'il mange, par exemple le gluten, elle a souvent comme souhait, parce qu'il y a un enjeu de lien social, de manger des choses qui ressemblent à ce que mangent les autres. Et vous voyez, on a un désir très fort chez le consommateur d'avoir quelque chose dans son assiette, ou même en goût, qui ressemble à la même chose, mais avec la chose qu'on a refusé de manger, ou le composant qu'on a refusé de manger. Et ça, c'est un levier assez fort, parce qu'on a dans cette représentation qu'on doit manger la même chose, que ça crée du lien, et que si on ne mange pas la même chose, on est un peu pas comme les autres. Et donc il y a ce désir vraiment très fort d'avoir dans son assiette quelque chose qui ressemble, et en plus qui, pour moi, consommateur, a le même goût. Je retrouve le goût du pain, je retrouve le goût... Et ça, c'est une dimension à ne pas négliger aussi, mais même si ce que vous dites est vrai. Une dernière question, juste avant de laisser la parole justement à Yoann Loéac sur la partie marketing, produit. Madame. Il y avait une autre question, non? Ok, c'est bon.
Tout à l'heure, vous avez parlé effectivement de ceux qui excluent complètement et ceux qui ont diminué. Du coup, on a des chiffres justement qui... C'est quoi la part, même si je sais que les chiffres, c'est pas le plus fort de l'analyse. C'est compliqué. Enfin voilà, moi j'ai rien vu de fiable sur le sujet, justement parce que la frontière est pas claire et en plus, la règle est plutôt d'exclure. Mais moi j'ai des études plutôt qualitatives, donc là-dessus je peux pas chiffrer, mais on voit que la tendance sans gluten est plutôt exclure, mais on a aussi des comportements qui sont je diminue pour me sentir mieux. Mais voilà, ce que les études nous montrent, mais je suis pas solide là-dessus, c'est que ça tend plutôt vers une exclusion après. Mais je n'ai pas de chiffres et peut-être que quelqu'un Ce sera peut-être les questions d'intervention suivantes. Madame, oui. Prenez le micro juste à côté de vous là. Je voulais juste rajouter, quand on parlait qu'il existe des produits qui sont naturellement sans gluten, oui, c'est bien sûr. Mais quand on a un enfant qui est intolérant au gluten et qu'on a d'autres enfants, on ne va pas supprimer complètement les pâtes. On va faire des pâtes sans gluten pour notre enfant qui ne peut pas en manger, et on fera des pâtes avec gluten pour les autres enfants. Il y a aussi le fait de pouvoir, comme disait Thibaut de Saint-Paul, voilà, c'est important. Quand on est adulte, on le ressent peut-être moins, mais quand on a un enfant qui doit suivre un régime sans gluten, on essaye de ne pas trop l'exclure, même s'il sait qu'il ne mangera pas la même chose que ses frères et sœurs. C'est important aussi qu'il puisse manger des aliments qui ressemblent, que lui, il n'est pas systématiquement du riz quand les autres mangent des pâtes, etc. Je pense que ça aussi, c'est pour ça qu'il est important de pouvoir retrouver. Aujourd'hui, on arrive à trouver des cornets de glace, on arrive à trouver de la pâte feuilletée, des choses comme ça. Ça permet du poisson pané, tout bêtement, quoi. C'est des choses qui paraissent naturelles quand on a des enfants, de pouvoir faire ça à tous ses enfants. Mais quand on a un enfant qui doit manger différemment, c'est important aussi de pouvoir lui montrer que pour lui aussi, il existe des produits qui ressemblent. Oui, merci pour le témoignage. Qui ne soient pas stigmatisants voilà. pour l'enfant.